Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Nous allons commencer cette séance du Conseil municipal du 30 juin 2021. S'il vous plaît. Alors, il est 20h34 et je déclare la séance du Conseil municipal ouverte. Nous passons à l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Présent. Madame Page. Présent. Monsieur Slimani. Présent. Madame Lacroix. Présent. Monsieur Cressin. Présent. Madame Diaby. Présent. Monsieur Timofté. Présent. Madame Eftekari. Présent. Monsieur De Chauvigny. Présent. Monsieur Denis. Présent. Madame Amar. Présent. Monsieur Alté. Monsieur Bellacel, présent. Monsieur Mahé, présent. Monsieur Soronellas, présent. Monsieur Bonnet-Meyer, Madame Marteneau, pouvoir. Madame Pérouse, présent. Madame Personne, présent. Madame Ovaldé, présent. Madame Bussolo-Ponce, Madame Gendard, présent. Madame Cissé, présent. Monsieur Page, présent. Monsieur Morera, présent. Madame Cacher, Monsieur Pilon, présent. Madame Kalatassane, Madame Mazouko, absente. Monsieur Sartou, absent. Monsieur Trigance, absent. Monsieur Ben Saïd, absent. Monsieur Oliveira, absent. Madame Bienvenue, absente. Monsieur Audebert, absent. Madame Amoré, Madame Poirier, absente. Merci, Monsieur Péan. Et avant de commencer la séance, je souhaite la bienvenue à Madame Delphine Tranchant, qui est nouvellement directrice générale adjointe et qui exerce ses fonctions depuis quelques semaines maintenant, mais il me semble que c'est votre premier conseil municipal à Neuilly-sur-Marne, donc bienvenue. Nous passons à la nomination d'un secrétaire de séance et je propose que M. David Cressin, qui n'a pas encore été secrétaire, le soit, s'il accepte. Merci, M. Cressin. Nous passons à l'approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2021. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations sur ce PV? Il n'y en a pas. Alors, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à son approbation? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. J'en profite également pour dire et pour annoncer pour toutes celles et ceux qui nous regardent à distance que désormais nous avons du public à nouveau depuis la première fois depuis un certain temps. Je remercie le public de participer et je suis très heureux de pouvoir vous revoir ici pour ces séances du conseil municipal. Alors la jauge est quand même réduite, mais toutes celles et ceux qui le veulent pourront désormais à nouveau participer aux séances du conseil municipal. La prochaine séance se déroulera en septembre. On vous indiquera prochainement la date de la prochaine séance. Nous passons au point numéro 1 sur les informations générales. Alors, plusieurs points d'informations générales. Le point sur la vaccination sur la période donc, du 18 janvier, puisque nous avons eu la chance de pouvoir ouvrir un centre de vaccination dans la première phase d'ouverture de vaccination. Donc, dès le départ, nous en avions un. Donc, jusqu'au 23 juin inclus, date à laquelle nous avons arrêté les comptes, nous avions quasiment 35 000 injections réalisées, première et seconde dose, et nous avons donc dépassé ce chiffre depuis quelques jours. Sachez, mesdames, messieurs, que plus de 75% des personnes vaccinées dans le cadre de la première injection à Neuilly-sur-Marne résident dans le département de la Seine-Saint-Denis, et les habitants de Neuilly-sur-Marne sont largement majoritaires, avec plus de 27% des personnes qui sont vaccinées qui sont de Neuilly-sur-Marne. Comme vous le savez, depuis le 15 juin 2021, les mineurs de 12 ans et plus sont éligibles à la vaccination et jusqu'à présent, nous avons vacciné plus de 300 enfants. Il y en a de plus en plus et ils accompagnent souvent leurs parents qui viennent pour une première ou une deuxième injection.
Nous avons aussi eu une montée en puissance de l'activité sur le territoire nocéen, donc il y a eu une pause la semaine du 7 juin 2021 du fait de l'orientation des vaccins Moderna vers la médecine libérale. Donc aujourd'hui, en réalité, c'est principalement le Pfizer qui est injecté dans les centres de vaccination puisque c'est le seul qui nécessite un conditionnement particulier qui doit être fait en centre de vaccination. Sur l'organisation, et pour que tout le monde le sache, le centre a élargi ses horaires depuis le 7 juin dernier en ouvrant notamment en nocturne, donc jusqu'à 20h, puisque désormais la vaccination s'est élargie à une population plus active, et les actifs étant plus nombreux et plutôt disponibles le soir que le week-end, nous avons donc ouvert en nocturne 2 jours par semaine, donc les mardis et les jeudis. Évidemment, celles et ceux qui veulent prendre un rendez-vous peuvent le faire sur la plateforme Doctolib, et les dimanches, les week-ends également. Et nous avions aussi ouvert des créneaux le dimanche, donc le week-end c'était sans rendez-vous, mais le dimanche nous avons constaté qu'il y avait très peu de demandes, puisqu'il y a 2-3 semaines, un dimanche, on avait seulement 19 personnes qui étaient venues pour se faire vacciner, alors que nous avions 6 membres du personnel communal qui étaient disponibles, un infirmier et un médecin, donc 8 personnes pour 19 vaccinés. La semaine suivante, on en a eu une douzaine. Donc le dimanche, visiblement, les personnes préfèrent aller en week-end et respirer plutôt que venir se faire vacciner. En tout cas, on revoit l'organisation, mais sachez une chose, c'est que le centre de vaccination restera ouvert pendant tout l'été. Nous revoyons l'organisation de manière à pouvoir couvrir la demande, mais il restera ouvert tout l'été et nous avons donc une réorganisation à faire. Hier soir, j'ai eu une information qui est encourageante puisque à Neuilly-sur-Marne, nous avons quasiment un peu moins de 50% de la population nocéenne qui est majeure, qui a été vaccinée, qui a reçu une première dose, ce qui est 3 ou 4 points au-dessus de la moyenne du département. Donc on est dans les très bons élèves puisqu'il y a des villes dans lesquelles ils sont très en deçà de la moyenne départementale. Donc après, c'est un choix personnel évidemment, mais celles et ceux qui veulent se faire vacciner peuvent le faire. Voilà pour le premier point. Le deuxième point concernant Neuilly l'été, donc vous allez recevoir, puisque le magazine a été imprimé et a commencé à être distribué dès aujourd'hui, donc en avance sur les délais. Vous allez recevoir donc dans vos boîtes aux lettres le magazine municipal dans lequel il y a le programme de Neuilly l'été. Neuilly l'été, nous avons voulu une seconde édition donc, de ce festival qui soit plus longue que celle de l'année dernière. L'année dernière, donc, on a eu un peu plus de difficultés à aménager les choses étant donné que nous avions été élus le 28 juin dernier. Donc on l'avait fait et c'était une belle réussite. Aujourd'hui, nous avons voulu étendre et organiser Neuilly l'été sur 2 sites. Donc du 10 au 31 juillet sur un village bord de Marne, donc avec différentes animations, en utilisant Stalingrad, le centre équestre, la promenade des bords de Marne, le port de Plaisance, et du 6 au 21 août sur le parc des 33 hectares avec l'utilisation de l'ensemble des équipements. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la ménagerie qui a été étendue avec une nouvelle volière. Enfin, il y a la nouvelle ménagerie, la grande ménagerie avec les nouveaux animaux, les mammifères. Et on a reçu des moutons d'Ouessant d'ailleurs, qui sont magnifiques. Et je vous invite à aller les voir, ils sont bébés et très mignons. Et il y a aussi la nouvelle volière qui a été installée, donc qui a ouvert aujourd'hui même avec des nouveaux spécimens, donc plus d'une centaine d'oiseaux et de poules et de diverses espèces qui sont sur cette nouvelle volière. Donc je vous invite à aller la découvrir. Dans le magazine, donc, vous avez le programme détaillé. Dernier élément qui ne faisait pas partie de l'ordre du jour, je rappelle simplement que le marché Saint-Baudile, le nouveau petit marché Saint-Baudile, connaîtra sa 2e édition ce dimanche avec de nouveaux commerçants en plus de ceux qui étaient là lors de la première édition. Je vous invite tous à y participer. Point numéro 2 à l'ordre du jour, le plan de protection du patrimoine vert. Madame Anne Page, qui est de l'autre côté. Bonsoir à tous. Dans le cadre de sa politique environnementale, la commune de Neuilly-sur-Marne souhaite renforcer la protection de son patrimoine arboré
en adoptant une méthode appelée barème d'évaluation de la valeur des arbres, BEVA. L'objectif est de sensibiliser tous les opérateurs agissant sur le domaine public communal de la nécessité de préserver les arbres pour la qualité de notre cadre de vie commun. Cette méthode définit les indemnités pour tout acte causant des dégradations sur le patrimoine arboré de quelque nature que ce soit, lors de travaux, accidents ou actes de vandalisme, qu'il s'agisse d'une valeur de remplacement ou d'indemnité pour dépréciation de la propriété et la perte de jouissance. La valeur de l'arbre est obtenue par le biais d'une formule prenant en compte 4 critères: l'espèce et la variété basée sur un prix de référence, l'état sanitaire et la vigueur, la valeur écologique et enfin la dimension, la taille. Par conséquent, il nous est demandé d'adopter le barème d'évaluation de la valeur d'un arbre joint en annexe, permettant ainsi de calculer financièrement les dégâts causés sur le patrimoine arboré communal et de demander une indemnité en cas de dégradation, et également d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Merci beaucoup Madame Page. Donc ce nouveau plan de protection du patrimoine vert a pour objectif, donc, comme vous l'avez très bien rappelé, de sensibiliser l'ensemble des opérateurs sur notre volonté de préserver ce patrimoine vert et de dissuader ceux qui seraient peu délicats quand on abîme un arbre qui a une grande valeur pour la ville. Il y a des sanctions qui peuvent être très importantes selon les critères qui ont été indiqués par Madame Page, et donc c'est une volonté forte de marquer le fait que le patrimoine vert doit être protégé. Y a-t-il des observations ? Oui, Madame Poirier. Oui, bonsoir à tous. Alors, je note votre volonté de protéger le patrimoine vert, mais je pense aussi que cette délibération s'inscrit dans le cadre de la loi des 4D, décentralisation, différenciation, déconcentration, décomplexification, qui a été présentée le 12 mai dernier en Conseil des ministres. Cette loi, qui selon nous manque d'ambition globale, exerce au niveau des communes un transfert de charges plutôt qu'un transfert de compétences qu'il nous incombe d'assumer au sein de notre ville. Pour compléter votre présentation, nous avons une question et une proposition. La question, tout d'abord, y a-t-il beaucoup de dégradation d'arbres sur notre territoire communal ? La proposition, la création de ce barème d'évaluation de valeur des arbres tente à améliorer l'application de lois qui sont soit obsolètes, soit non spécifiques, avec un barème répressif clair. Cependant, il me semble que quand il y a un barème répressif, il doit y avoir aussi un volet pédagogique, préventif. Et je pense qu'en vous rapprochant des CAUO, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, vous pourriez mener cet objectif à terme. C'est le sens de la proposition que nous faisons pour enrichir ce projet auquel nous souscrivons et que nous voterons. Merci. Merci Madame Poirier. Simplement pour vous préciser qu'on n'a absolument aucune obligation légale, et donc c'est une initiative de la municipalité et de la seule municipalité qui, sauf erreur de ma part, n'existe pas dans d'autres communes de Seine-Saint-Denis. Donc on n'a aucune obligation de le faire. Mais dans d'autres communes, oui. Bah, peut-être, mais en Seine-Saint-Denis, en tout cas, on est les seuls. Et nous avons voulu mettre ça, peut-être que dans 77, 78 ou d'autres, c'est possible, mais en tout cas, en Seine-Saint-Denis, on est les seuls, et nous ne l'avons absolument pas fait sous la contrainte, et c'est une initiative propre. On ne s'est même pas inspiré d'autres exemples dont on n'a pas Pourtant, forcément le barème connaissance. est légiféré par une association qui s'appelle valeurdelarbre.fr. C'est exactement le barème que vous reprenez. Mais bon, j'imagine que de toute façon, quand on décide de faire quelque chose, on fait des recherches. Oui, voilà. non, mais c'était le sens de ma proposition. D'accord, mais je vous remercie. Mais en tout cas, une association ne légifère pas, puisque seul le législateur légifère. Je mets aux voix le dispositif. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 3, Madame Lacroix, le nouveau programme de rénovation urbaine, donc le NPNRU et la charte territoriale de relogement. Bonsoir à tous. La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté prévoit la mise en place d'une conférence intercommunale du logement, CIL, et l'adoption d'une convention intercommunale d'attribution, CIA. Il s'agit de définir une stratégie et un cadre partagé et cohérent à l'échelle du territoire pour le relogement des ménages
lors des opérations de démolition de logements dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain et de requalification des copropriétés en difficulté. Comme vous avez pu le lire dans le document joint à l'exposé, les 3 grands axes principes de cette charte sont de contribuer à la mixité sociale dans le respect des objectifs définis dans la Convention intercommunale d'attribution CIA, d'offrir des parcours résidentiels positifs aux ménages, notamment en direction des logements neufs ou conventionnés depuis moins de 5 ans, et réinscrire les ménages en difficulté dans une dynamique d'insertion. La charte de relogement territorial précise également que les ménages éligibles au relogement, les locataires en titre avec un bail valide en cours, les décohabitants ascendants ou descendants directs et les ménages dont le bail est résilié mais qui ont signé avec leur bailleur un protocole d'accord. Ensuite, les instances de pilotage du relogement, COPIL, COTEC et comité local de suivi du relogement. Et enfin, les engagements de l'ensemble des parties prenantes. Il est donc demandé au Conseil d'approuver la charte territoriale de relogement de Grand Paris Grand Est, qui sera annexée à la future convention intercommunale d'attribution, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Les élus sont invités à se prononcer. Merci Madame Lacroix. J'aimerais préciser que cette charte est le fruit d'un long travail à l'EPT, donc Grand Paris Grand Est, et de négociations avec les autres villes du territoire qui ne partagent pas forcément les mêmes préoccupations que nous, car nous sommes que 3 villes sur l'ensemble des 14 villes de notre territoire à être inscrits dans le cadre du NPNRE, donc le nouveau programme de rénovation urbaine. Il y a donc la ville de Neuilly-sur-Marne, de Villemomble et de Clichy qui sont engagés dans ce processus. Et donc c'est un processus avec une négociation avec les villes, avec l'État et les bailleurs évidemment qu'il faut mettre autour de la table. Et nous avons la chance d'être totalement soutenus par les services de l'État dans les discussions avec les bailleurs. Et là-dedans, je tiens à souligner la grande aide du préfet Leclerc qui change de fonction à compter du 19 juillet prochain et qui devient préfet de région dans les Hauts-de-France, mais qui nous a été d'une très grande aide sur le sujet dans le cadre de nos discussions en tête-à-tête avec différents bailleurs, donc notamment Batigère, Seine-Saint-Denis Habitat et d'autres pour cette démarche notamment, et que je préciserai dans la charte la convention pluriannuelle de quartier qui fera l'objet d'une prochaine délibération. Au point suivant, y a-t-il des questions ou des observations? Oui. Oui, bonsoir, chers collègues. Sur ce dossier, en lien d'ailleurs avec le dossier suivant, on est dans un processus d'opération qui continue, si je puis dire, puisque ce dispositif existe maintenant depuis de nombreuses années et la ville de Neuilly-sur-Marne a pu, dans les années précédentes, en bénéficier de manière assez intéressante. Sur le nouveau programme qui nous est proposé, et c'est valable également pour le point numéro 4, nous nous inscrivons dans la continuité de ce qui a été fait, et donc le document qui nous est proposé et qui a fait l'objet d'un travail approfondi nous convient. Nous aurons toutefois un certain nombre de points de vigilance, et de vigilance extrêmement aiguë, parce que on sait que lorsque des intentions sont affichées, elles sont affichées. Il faut que derrière, il puisse y avoir la traduction concrète au plus près dans la vie quotidienne des Nocéennes et des Nocéens en ce qui nous concerne. Et donc nous avons, et nous souhaitons vous les faire partager ce soir, nous avons plusieurs points de vigilance. Tout d'abord, les personnes, les Nocéennes et les Nocéens qui seront relogés doivent, selon nous, et nous y veillerons, voir leur reste à charge ou leur quittance non modifiée à leur détriment du fait du relogement. C'est quelque chose d'absolument essentiel pour nous. On sait, malheureusement, comme cela peut se produire parfois, que
on peut parfois avoir moins de surface et des loyers plus élevés. Donc nous serons très vigilants sur ce premier point. Deuxièmement, vient d'être évoqué l'aide du préfet, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous serons particulièrement vigilants justement sur la question de la préfecture et donc de l'État, à ce que le préfet, le prochain en l'occurrence, mobilise son contingent préfectoral. Il a des engagements, l'État a des engagements à faire valoir et à respecter. Nous serons particulièrement vigilants à ce que l'État joue pleinement son rôle. Troisième élément, nous regarderons de très près, et nous souhaiterions d'ailleurs que la mousse de relogement intègre notamment les familles qui sont, comme on le dit, en cohabitation forcée, parce qu'il y a là aussi des besoins parfois de relogement qui sont extrêmement importants. Enfin, la question du relogement à Neuilly-sur-Marne pour les Nocéens qui en font la demande, nous en avons rencontré très fréquemment. Il faut savoir que dans les personnes qui vont être relogées, il y a parfois des Nocéennes et des Nocéens qui sont Nocéennes et Nocéens depuis toujours, ou qui habitent depuis très 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 longtemps, qui aujourd'hui ont atteint l'âge de nos aînés, si je puis dire, et qui souhaitent vraiment pouvoir rester pour tout un tas de raisons à Neuilly-sur-Marne, parce qu'ils y ont leurs repères, ils y ont leurs habitudes de vie, les commerces, les voisins, le quartier, bref, ils ont une histoire, ils ont un vécu, et ils souhaitent rester à Neuilly-sur-Marne. Et en ce sens, le document précise que cela peut se faire dans la mesure du possible. Et donc nous serons très vigilants sur la question du possible, parce qu'on sait ce que peut représenter un déracinement de personnes qui ont vécu sur un territoire quasiment toute leur existence et qui du jour au lendemain se retrouveraient ailleurs, dans d'autres communes. Donc c'est un point aussi pour nous important. Et puis, bien évidemment, la question du désenclavement, qui est d'ailleurs souligné dans le document et qui laisse dans l'actualité plus que jamais la question des mobilités et notamment la question bien sûr de la ligne 11. Dernière chose, là c'est une question parce qu'il est indiqué dans la délibération que les plans annexes sont indiqués. Donc à la page 114, on nous donne une liste de plans, mais en fait ils ne sont pas dans l'annexe. Donc on aimerait pouvoir donc en disposer. Ils sont indiqués à la page 114, il y a la liste, mais en fait ils ne sont pas dans les documents. Donc si on pouvait les obtenir pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus concrète des choses. Je vous remercie. Merci. Alors pour répondre rapidement à vos différents éléments, évidemment nous sommes nous-mêmes extrêmement vigilants, et si nous avons réussi à tordre le bras à quelques bailleurs qui ne voulaient pas jouer le jeu, c'est parce que nous sommes extrêmement mobilisés sur le sujet. J'aimerais quand même préciser que sur le relogement et de manière générale sur le logement à Neuilly-sur-Marne, nous avons des élus qui sont extrêmement mobilisés. Je tiens à saluer le travail de Madame Lacroix et de Madame Marteneau pour leur travail, qui ont repris énormément de demandes de personnes qui avaient des demandes en cours depuis parfois 10 ans sans avoir aucune proposition. Nous avons évidemment mobilisé les bailleurs, et là où il y a une différence importante entre ce qui était prévu avant et ce que nous avons mis en place, et notamment le calendrier des différentes opérations. Il faut savoir que la tour notamment 4 rue du Berry, qui était vouée à la démolition, voit sa démolition avancer, avec une mise en place de tout un écosystème qui consiste à reloger, à interroger, à prendre attache avec les habitants et connaître leurs réels besoins, connaître leur composition familiale, à connaître leur lieu de travail pour savoir où et comment est-ce qu'ils veulent être relogés, a déjà été mise en place grâce à, encore une fois, au préfet Leclerc, qui nous a beaucoup soutenus. Donc je l'ai rencontré à plusieurs reprises avec des réunions de travail exclusivement avec lui, moi et les bailleurs qui étaient concernés pour accélérer les choses. Donc nous y sommes nous-mêmes extrêmement attachés. Là pour le coup, c'est pas la préfecture qui joue pas le jeu, c'est plutôt les bailleurs qui voulaient échapper à leurs obligations. Et là où nous sommes extrêmement vigilants quant aux différents éléments qui sont mis en place pour aider les habitants, évidemment nous y veillons, et GPGE, donc Grand Paris Grand Est, y travaille. Donc la charte territoriale sur les annexes, Monsieur Trigance,
Elle a été présentée dans le cadre de vos... alors, si c'est pour les ajouter, on le fera sans difficulté, on les transmettra. Mais cette charte territoriale a déjà été approuvée au territoire et vous les avez déjà reçus dans ce cadre-là, mais je comprendrai que d'autres membres du conseil municipal la sollicitent et nous veillerons à la transmettre. Voilà. Y a-t-il d'autres éléments, d'autres questions, d'autres observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Point numéro 4, donc le nouveau programme de rénovation urbaine. Toujours la convention pluriannuelle du quartier Valcoto-Fauvette. Dans la suite de ce qui a été présenté hier soir en conseil de territoire et adopté avec l'ensemble des élus qui étaient présents, il est proposé au conseil municipal d'approuver la signature de la convention pluriannuelle pour la rénovation du quartier Valcoto-Fauvette. Je précise que c'est un chantier qui va durer plusieurs années, qui a commencé puisque les premières étapes ont été lancées. Il s'agit de la concertation. On a eu plusieurs réunions qui ont été mises en place et des réunions auxquelles beaucoup de Nocéens, que je tiens à remercier, ont participé. C'est un chantier qui mobilisera plus de 100 millions d'euros, avec le soutien de l'ANRU, donc l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de la région Île-de-France, du département, de Grand Paris Grand Est et de la ville qui participent de manière très importante parce que notamment nous intervenons pour 15 millions d'euros sur les différents aménagements, sur les différents aménagements sur l'espace public et aussi 15 millions d'euros pour la rénovation, restructuration globale du groupe scolaire Rouget-Chénier. Les objectifs de ce programme de rénovation urbaine sont multiples. Évidemment, il s'agit de réhabiliter le patrimoine social qui est parfois dégradé et vieillissant, de résidentialiser et améliorer les accès aux différents logements, de procéder à la démolition du patrimoine qui est vétuste et donc dégradé, notamment celui qui est situé 4 rue du Berry. La mobilisation très forte nous a permis, donc avec ce dont je parlais tout à l'heure, avec le préfet Leclerc et les différents bailleurs, nous a permis d'accélérer de quasiment 2 ans le calendrier de démolition pour que tout cela soit effectif à partir de fin 2023. L'objectif de l'amélioration de la mixité sociale fait évidemment partie de nos objectifs et nos objectifs forts sur lesquels nous ne transigerons pas avec les différents partenaires. L'aménagement et la requalification des voiries fait évidemment partie de ce nouveau projet de rénovation urbaine et naturellement le relogement des personnes qui sont concernées, les modalités pour les démolitions, les précisions pour les modalités de démolition sont affinées. Je précise que le relogement a déjà commencé. Avant même d'avoir signé la charte de relogement, avant même la mise en place de tous ces éléments, nous avons nous-mêmes sur le contingent ville qui est très clairement pas le majoritaire, puisque ça n'est que 20% du patrimoine des autres contingents. Donc quand il y a 100 logements sociaux, il n'y en a que 20 qui sont proposés par la mairie. La municipalité doit proposer 3 candidatures, c'est une obligation. Ensuite, la décision revient au seul bailleur. Donc sur notre petit contingent de 20 logements sur 100, nous avons déjà mobilisé énormément de ce contingent pour vider et éviter que les logements soient à réattribuer plus tard les éléments qui vont être détruits. Donc avant même de mettre en place tous ces éléments, parce que nous voulons montrer la bonne foi de la ville et montrer notre volonté d'accélérer, nous avons déjà commencé ce relogement de manière, en prenant sur notre propre contingent, de manière à ce que ces objectifs soient tenus et qu'on puisse aussi, étant exemplaire, montrer aux bailleurs qu'ils doivent en faire de même. Et c'est ce qui a convaincu aussi le préfet Leclerc de nous accompagner de manière très, très forte. Donc voilà, nous sommes extrêmement mobilisés. C'est une charte qui est importante, qui est essentielle pour le développement de la ville. Encore une fois, en quelques mots, c'est plus de 100 millions d'euros qui sont mobilisés avec des équipements publics, avec des nouvelles voiries, avec une résidentialisation, avec une végétalisation aussi, parce que ça fait partie de nos objectifs à nous, municipalités, que l'on souhaite partager. Et j'invite vraiment tous les Nocéens
qu'ils habitent d'ailleurs le quartier ou qu'ils soient riverains, parce qu'on a des riverains du quartier de Maison-Blanche qui ont aussi participé, par exemple, à la concertation qui a été lancée. J'invite tous les Nocéens à participer à cette concertation parce que nous voulons que le quartier soit désenclavé, qu'il soit ouvert sur la ville et qu'on puisse avoir des interactions avec l'ensemble. Voilà un peu, en résumé, les objectifs qui sont inscrits dans le cadre de cette convention pluriannuelle pour le quartier Valcoto. Y a-t-il des observations ou des questions ? Il n'y en a pas. Alors je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 5, Monsieur Slimani, sur l'acquisition d'un emplacement de stationnement situé rue de Berry. La municipalité poursuit son programme d'acquisition dans le parking situé rue de Berry, sous l'esplanade Saint-Germain, afin d'en faire un parking public de 2 niveaux. Il est proposé aujourd'hui l'acquisition du lot 1024 correspondant à l'emplacement 411 au prix de 7 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'acquérir ce lot et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte authentique et tout document nécessaire à la réalisation de cette acquisition. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci, Monsieur Slimani. Y a-t-il des questions, des observations ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Morera, le point numéro 6, l'adoption d'un règlement de voirie communale. Bonsoir à tous. Nous sommes invités à valider ce soir le règlement de voirie communale qui fixe d'une part les conditions d'occupation du domaine public et d'autre part les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Pour information, Neuilly-sur-Marne compte près de 40 km de voies communales. Ce règlement organise notamment les dispositions réglementaires suivantes: la nature des autorisations, les conditions d'intervention sur le domaine public, les coordinations des travaux, la réalisation des chantiers de voirie, réseaux divers. Ce projet de règlement général de voirie a été soumis à l'avis de la commission ad hoc réunissant notamment les concessionnaires le 24 juin 2021. Ce document est maintenant soumis à l'approbation du conseil municipal pour déterminer les conditions d'occupation des voies communales. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les dispositions du règlement communal de voirie applicable à Neuilly-sur-Marne. Il nous appartient d'en délibérer. Merci, Monsieur Morera. Y a-t-il des questions, des observations ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lepont, sur le point numéro 7, les admissions non-valeurs pour le budget ville. Bonsoir à tous. La Direction générale des finances publiques de Noisy-le-Grand a communiqué le 8 juin 2021 la liste des admissions en non-valeur sur le budget ville. Le montant s'élève à 99 934,60 € et se compose de valeurs mandatées entre 2006 et 2015, dont le montant est inférieur à 100 € et irrécouvrable. Il s'agit principalement de créances relatives au périscolaire. L'ensemble de ces dettes est irrécouvrable et le comptable public demande à la commune de constater la perte financière par mandat administratif pour 99 934,60 €. Les élus sont invités à délibérer. Y a-t-il des questions, des observations ? Non, je précise alors qu'il s'agit donc d'apurer les créances qui sont irrécouvrables, comme vous l'avez précisé, Monsieur Lepont, et c'est extrêmement important. Nous avons des échanges très resserrés avec le trésorier, avec la DDFIP, la Direction départementale des finances publiques, pour la mise en place d'une surveillance, parce que nous avons découvert des choses qui étaient complètement effarantes, des entreprises qui n'avaient pas payé 50 mois de loyer et qui n'avaient aucune procédure. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec des centaines de milliers d'euros d'impayés et qu'il nous faut apurer. Y a-t-il des voix, je mets aux voix, y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité. Merci. Le point numéro 8, toujours Monsieur Lepont, sur les décisions modificatives concernant les budgets villes, centres équestres et ports de plaisance. Quant au budget ville, une décision modificative numéro 2 au budget de la ville est proposée au regard des éléments suivants.
La commune a constitué en 2019 une provision pour risque de contentieux à hauteur de 49 210 €. Aujourd'hui, le jugement ayant été prononcé, il convient d'effectuer la reprise sur cette provision. La section de fonctionnement de la présente décision modificative intègre également les recettes relatives à la convention de mise à disposition signée avec le territoire Grand Paris Grand Est au titre de la compétence politique de la ville. Un virement de crédit en recette est inscrit à hauteur de 1 609 489 €, permettant de comptabiliser sur une seule et même imputation l'attribution de compensation de la métropole du Grand Paris auparavant scindée en 2 articles budgétaires. L'inscription en dépenses de fonctionnement de quelques ajustements budgétaires, notamment sur les frais d'actes et de contentieux et sur des frais d'agence intérim concernant la crèche du Nant. Il est aussi proposé de rajouter 63 800 € en prestations de services permettant de régulariser l'opération chèque solidaire et de compléter les crédits nécessaires à la réalisation des quartiers d'automne. Au total, la section de fonctionnement s'équilibre à 108 210 €. Sur la section d'investissement, il convient d'effectuer un virement de crédit permettant le paiement de la taxe d'aménagement non prévue au budget et un module complémentaire du logiciel Urbanisme. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les propositions présentées ci-dessous. Concernant le budget centre équestre, dans le cadre de l'annulation de stages d'équitation durant les vacances scolaires d'avril, il convient d'inscrire le remboursement aux usagers à l'article 67-18, charges exceptionnelles sur opération de gestion. Pour régulariser une décision modificative numéro 1 doit être prise. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la présente décision modificative. Concernant le port de plaisance, au regard d'une erreur matérielle sur des titres de recettes établis sur la période de juillet 2020 à octobre 2020, concernant un contrat de location, il convient d'inscrire 220 € sur l'article 673, titre annulé sur l'exercice antérieur, afin de procéder au remboursement auprès de l'usager concerné. Aussi, il convient de procéder aux inscriptions suivantes. Il est proposé aux élus d'adopter la présente décision modificative numéro 1. Il appartient à l'Assemblée de délibérer sur les 3 décisions modificatives présentées ci-avant. Merci Monsieur Lepont. Si vous en êtes d'accord ou si le vote est différent pour l'un des points, je vous invite à l'indiquer. Si c'est commun, c'est différent. Alors, je mets au voie y a-t-il des observations sur les différents éléments? Pas d'observation, mais on va distinguer les votes. Sur le budget ville, la modification numéro 2, donc y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Très bien. Et donc le reste approuve. Le budget du centre équestre, y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et le point sur le budget port de plaisance, y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Madame Gendard, sur le point numéro 9, la remise des prix du concours de la mémoire de la résistance et de la déportation. Bonsoir. Il appartient au conseil municipal de fixer les modalités d'attribution des remises de prix pour les élèves lauréats du concours national de la mémoire de la résistance et de la déportation pour l'année scolaire 2019-2020. 25 élèves du collège Honoré de Balzac ont rendu un travail collectif constitué d'un mémoire et d'une vidéo portant sur le sujet du concours 1940, Entrée en résistance, comprendre, refuser, résister. Le jury, constitué de représentants d'associations d'anciens combattants et déportés, a statué sur la qualité des travaux rendus par les élèves. Le voyage de fin de concours n'a pas pu se tenir en 2020 pour cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Aussi, la volonté de la municipalité est de remettre aux 25 participants un même titre composé d'eux. Un exemplaire de l'ouvrage « Si c'est un homme » de Primo Levi, un exemplaire du roman graphique Moss de Art Spiegelman, une carte cadeau d'une valeur de 20 € pour tout achat culturel. L'ensemble des récompenses représente une dépense de 1 600 €. Il est demandé à l'Assemblée d'adopter les modalités d'attribution des remises de prix précitées. Si vous me permettez, Monsieur le maire, je voudrais aussi que l'on puisse remercier
les enseignants qui, depuis de nombreuses années, donc, accompagnent ces projets et ce concours, et tout particulièrement donc, les enseignants du collège Balzac, Madame Delors, Madame Lequignot, qui se sont investis et qui entraînent derrière elles dans ce projet tous les ans l'équivalent de 25 élèves, voire plus. Donc voilà, je voudrais qu'on pense à ces enseignants, au travail qu'ils font, et qui arrivent à motiver leurs élèves pour ce travail de mémoire. Merci Madame la Première Adjointe. Vos remerciements sont ceux de l'intégralité de la municipalité, évidemment, car ce travail est absolument formidable et nous avons eu l'occasion de le leur dire, ainsi que celui des jeunes qui ont réalisé ce travail. Et évidemment, c'est en plus dans ce contexte un peu particulier, enfin très particulier, avoir réalisé ce travail très qualitatif est vraiment une chose formidable et remarquable qu'il convient de saluer. Y a-t-il des observations? Oui. Oui, nous joignons bien sûr nos remerciements aux équipes enseignantes qui effectivement sont méritantes depuis de nombreuses années. Nous sommes bien entendu favorables à l'implication de la municipalité dans ce travail de mémoire qui est le concours national de la résistance et de la déportation. Nous sommes cependant étonnés qu'une date n'ait pu être trouvée, hors période du confinement bien évidemment, pour la remise des prix des travaux des élèves qui datent de l'année scolaire 2019-2020. Alors, ma première question, c'est avez-vous fixé une date en collaboration avec les associations mémorielles et les établissements scolaires pour la remise de ces prix? C'est ma première question. La deuxième remarque, enfin, nous souhaitons la pérennisation de l'engagement de la municipalité dans ce concours, notamment par le financement du voyage scolaire qui a été offert ces dernières années et donc offert aux jeunes lauréats, à la fois pour valoriser leur investissement et aussi leur faire connaître un lieu de mémoire et d'histoire. Il faut absolument que la municipalité continue financièrement et bien évidemment aussi moralement à aider donc à la réalisation de ce concours. Merci monsieur. Alors je m'étonne que vous disiez qu'il n'y ait pas eu de remise, parce que en fait tout le monde a été invité, y compris Madame Lebeau a été invitée à cette cérémonie de remise. Non, mais écoutez, là, c'est le collège qui invite, hein, donc nous on est extérieurs, nous on finance les. Je suis surpris qu'effectivement il y ait une remise des prix, alors que l'association, oui. En l'occurrence la Fondation pour la mémoire et la déportation, qui est partie prenante bien évidemment dans l'organisation de ce concours, si cette association n'a pas été invitée, c'est quand même assez grave. Alors c'est pas nous qui invitons, c'est le collège et les organisateurs, c'est Madame, ce sont les, mais on en reparlera avec les enseignants, c'est la principale et les enseignants qui ont participé qui ont invité. Nous on a financé les cadeaux. Et ces cadeaux, je vous rejoins sur le voyage. Effectivement, le voyage, c'est structurant et ça laisse des souvenirs. Et y compris quand on est adulte, on garde toujours des souvenirs de ces voyages parce que la mémoire est vraiment... enfin voilà, avec des images, on voit quand même mieux les choses et ça s'imprime beaucoup plus. Et étant donné qu'on n'a pas pu cette année organiser le voyage en raison des raisons sanitaires, nous avons offert ces lots. Mais en principe, c'est le voyage, effectivement, qui prime. Par contre, sur l'invitation... sur l'invitation, je pense que là, à la fois, ça serait... enfin, je trouve que ce serait malvenu qu'il y ait eu une remise des prix, alors que, vous savez très bien, Mme Gendarme le sait très bien, puisque nous, on travaille souvent ensemble, qu'en plus, on avait... Enfin, là, je parle au nom de l'association, hein, au nom de la Fondation pour la mémoire et la déportation. On avait imaginé un certain nombre de dates, certains n'ont pas pu avoir lieu. Donc, si vous avez fait une remise des prix hors présence de cette association, je trouve que ça extrêmement grave. Alors, extrêmement grave à la fois pour l'organisation et aussi pour le respect de l'engagement de cette association. Non, alors, Monsieur Sartou, la membre de l'association dont vous parlez, en arrivant au collège, c'est la première question que j'ai posée à l'encadrement du collège. Donc, j'ai demandé, est-ce que Madame a été invitée? Et on nous a répondu que oui, mais que la personne n'était pas venue. Alors nous, on n'a pas vérifié les mails ou les invitations, mais c'est la première question que j'ai posée. Hein. Écoutez, on va clarifier les choses. On va clarifier les choses, mais je voudrais bien qu'elles soient vraiment clarifiées, parce que là, je vais parler en tant que président de ces associations.
le président de l'association n'a pas été invité. Bon. Donc là, on a quand même quelque chose qui est à la fois irrespectueux. Hein. Monsieur Sartou, excusez-moi d'intervenir. La date a été choisie par Madame Fouman et Madame Fouman a envoyé les invitations. C'est elle qui était tenue d'envoyer, la principale, d'envoyer toutes les invitations. Hein, c'est pour ça. Bon, en tout cas, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très très dommageable. Ceci dit, donc la municipalité, je prends note qu'elle va s'engager dans le concours de la déportation. Bien évidemment que l'association des anciens déportés résistants va continuer à travailler. Très bien. J'espère cette fois-ci d'une façon qui soit la plus sincère possible. Et là, avec cette anomalie, oui. Je doute un petit peu. Eh bien, je ne vous permets pas de douter sur notre sincérité parce que, comme je vous le dis, et je le dis publiquement, c'est la première question que nous avons posée en arrivant. C'est la première question que nous avons posée. Et nous sommes même étonnés que votre membre de l'association ne soit pas présent. Parce que nous avions déjà eu des échanges pour organiser la date. Mais oui, donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Mais c'est pas nous qui avons. Mais c'est pas nous qui invitons. D'autant plus que justement, on travaillait avec Mme Amozig et Mme Gendarme. On avait proposé un certain nombre de dates. Et donc que cette remise des prix ait lieu sans nous, enfin sans l'association, je répète, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait très bien. D'accord, mais enfin, en tout cas, c'est pas nous qui avons été respectueux parce que nous ne sommes pas à l'origine de l'organisation de cet événement. La mairie, la municipalité contribuent à la remise des prix. Encore une fois, c'est pas nous qui envoyons les invitations et tout a été fait dans les règles. Et c'est encore une fois, Madame Amozig et moi-même et d'autres membres de la municipalité, Madame Amar qui était présente également, c'est la première question que nous avons posée. Donc de notre côté, on a demandé si l'association était bien intégrée. Donc après, s'il y a eu un loupé, on verra avec les différentes personnes. Mais c'est la première question que nous avons posée. Bon, oui. Oui, juste une remarque. On est évidemment toutes et tous extrêmement attachés à tout ce travail qui est fait chaque année par les enseignants, par les collectivités, par les associations. Et c'est le cas ici à Neuilly-sur-Marne. Et c'est évidemment une très bonne chose que ces actions puissent continuer. Et donc, vous me permettrez dans cette minute-là, puisqu'on évoquait la question du travail de mémoire, c'est Madame Amozig qui l'évoquait il y a quelques instants, de vous signaler une exposition absolument remarquable qui se tient actuellement à Paris, à la mairie de Paris. Elle est gratuite et c'est une exposition qui s'intitule « Nous vous aimons Madame » et c'est une phrase de Jean d'Ormesson et qui concerne Simone Veil. Et il y a donc une exposition qui retrace toute la vie de Simone Veil et tant pour les élèves évidemment que pour les adultes. C'est une exposition absolument remarquable. Donc je profitais de cette évocation d'un sujet dont on mesure bien aujourd'hui combien il est plus que jamais d'actualité. Donc voilà, c'était une information à l'ensemble des collègues et aux Nocéennes et nos Océens qui nous font le plaisir de suivre nos débats ce soir. Merci, monsieur. Donc nous allons passer aux voix. Y a-t-il je mets aux voix, pardon. Y a-t-il des votes contraires? J'imagine que non. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Denis, la délégation de service public tennis, la modification des tarifs qui est proposée. Bonsoir à toutes et à tous. La ville a confié la délégation de service public de la gestion du complexe de tennis au Tennis Club de Neuilly-sur-Marne pour 5 ans, soit jusqu'au 30 septembre 2022. Le club est tenu en qualité de délégataire de soumettre à l'approbation du délégant toute réactualisation de la grille de tarifs annexée au contrat de délégation. Après avoir recueilli la proposition de nouveaux tarifs par le Tennis Club de Neuilly-sur-Marne pour la saison 2021-2022, il est proposé de modifier les tarifs comme il vous a été indiqué. Il appartient au Conseil d'adopter les nouveaux tarifs proposés par le TCNM. Merci Monsieur Denis. Donc nous sommes que la boîte de retransmission des tarifs proposés par le TCNM. Y a-t-il des observations ou des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je prends le point numéro 11 sur le rapport sur la gestion de la Séminoc
En 2020, conformément au Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se prononcer chaque année sur le rapport qui est écrit et que ses représentants au conseil d'administration de la Séminoc doivent lui présenter. Donc, pour rappel, pourquoi est-ce que c'est présenté ici? Car la commune est actionnaire majoritaire et principal de la Séminoc. Pour quelques éléments enfin 3 points, sur la gestion locative, sur la gestion du patrimoine et sur la comptabilité. Pour rappel, la Séminoc gère 863 logements, mais là encore, il y a différents contingents et la ville est minoritaire sur les contingents de la Séminoc. Le nombre de congés cette année a diminué par rapport à l'année dernière. Avec le confinement, il y a beaucoup moins de mouvements et c'est assez remarquable, enfin en tout cas observable sur l'ensemble du patrimoine des différents bailleurs. Il y a beaucoup de moins de mouvements avec le confinement. Le taux de rotation est de 6,6% en 2020 contre 9%, donc quasiment 50% de moins, enfin un peu moins, 30% de moins qu'en 2019. Le taux d'occupation, il est très satisfaisant parce qu'il est de 99,06%. Donc c'est très, très haut, donc quasiment tous les logements sont occupés, contrairement à d'autres bailleurs où on a parfois des habitants, des Nocéens qui viennent nous voir, notamment Madame Lacroix et Madame Marteneau, ou moi-même qui recevons en rendez-vous, qui nous disent que tel ou tel logement est laissé vacant depuis des semaines, des mois par différents bailleurs sans y faire de travaux. Parce que généralement, en tout cas sur le patrimoine de la Séminoc, quand un logement est laissé vacant, c'est pour y faire des travaux, parce que soit le locataire y était depuis très longtemps, soit il y a une dégradation, etc. Donc 99,06% de taux d'occupation, donc il n'y a que 0,94% de logements vacants, alors que la moyenne des vacances est de 1,9% sur les patrimoines des SEM, des sociétés d'économie mixte. Sur la gestion du patrimoine, donc les travaux d'entretien courant se sont élevés à 724 000 € en 2020. 724 000, donc c'est très en deçà des 956 000 € de 2019. Mais donc ça fait à peu près 800 € de travaux par logement et par an. Et ceci est dû, là aussi, à la faible part de départ, puisque moins de départ implique moins de travaux. En ce qui concerne les opérations en cours, en 2020, il y a l'opération Le Clos des Roses, donc en accession à la propriété rue François-Mauriac, donc c'est de l'acquisition, donc c'est derrière Auchan, pour ceux qui ne situent pas. Les dépenses engagées sont de 3 297 000 € en 2020, avec une livraison qui a déjà commencé, et des problèmes qui ont aussi déjà commencé. Donc on a reçu des habitants qui n'étaient pas forcément informés des projets de l'ancienne municipalité sur les éléments à construire autour et qui sont très désagréablement surpris, mais sur lesquels nous travaillons. Le 53 logements du centre-ville, donc le permis de construire a été retiré, celui qui est dans la rue juste derrière Théophile Gobert, pour pouvoir travailler un projet beaucoup plus qualitatif, parce qu'on est dans le cœur de ville, et le cœur de ville sur lequel nous avons longuement travaillé et sur lequel nous allons encore travailler pendant des années. Donc nous avons demandé à l'architecte et à l'ensemble des participants de retravailler ce projet qui inclut l'ensemble de la parcelle. 2 opérations locatives, donc 15 logements au 26 à 30 bis boulevard du Maréchal Foch, acquis en VFA pour 2 460 000 €, et l'opération de la ZAC de Maison Blanche, donc avec des dépenses engagées à plus de 5 millions d'euros, donc 5 215 000 € en 2020. La livraison est prévue c'est pas la fin de l'année, c'est à partir de septembre-octobre, donc selon la fin des travaux, parce qu'il y a des entreprises qui malheureusement ont fait faillite, qui ont fermé boutique à quelques jours, quelques semaines de la fin des travaux, ce qui pose des problèmes sur les différents chantiers. Alors la Séminoc est légèrement affectée, mais beaucoup moins que d'autres promoteurs qui sont dans une difficulté extrêmement importante, et avec des personnes qui ont acquis qui sont également dans la panade. La comptabilité. La comptabilité de la Séminoc est une comptabilité analytique qui présente le compte d'exploitation et de gestion locative de chaque résidence. Le résultat s'élève à 743 000 €.
Il est en hausse, mais je tiens à préciser que c'est extrêmement variable selon les opérations, parce que si vous êtes sur une année où vous construisez et vous ne vendez pas, nécessairement, le résultat n'est pas le même que si vous êtes sur une année où vous encaissez les dépenses que vous avez faites les années précédentes. Donc il y a différents rapports qui ont été rendus. Le rapport général indiquant l'absence d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données. Donc les comptes sont sincères et concordants. Il y a un rapport spécial, d'autre part, qui a été rendu avec les conventions passées entre la Séminoc et la commune. Donc il y a différents points, notamment les principaux que je souligne. La mise à disposition des bureaux aux 2 places François Mitterrand, le versement du loyer en conséquence, le bail à construire sur la résidence Pasteur 2 qui donne lieu à paiement d'une indemnité de 48 000 euros annuels, l'acquisition d'un immeuble de 8 logements rue d'Artois et l'acquisition d'un terrain appartenant à la ville, donc rue Théophile Gobert, dont j'ai parlé juste avant. Voilà, y a-t-il des observations, des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 12, pardon. Le point numéro 12, donc Madame Eftekari sur la convention type et les expositions art visuel. Madame Eftekari. Bonsoir à tous. Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville accueille différentes expositions d'artistes en cours d'année dans les équipements municipaux. Afin de donner un cadre contractuel à l'organisation de ces expositions, il est nécessaire d'établir une convention entre la municipalité et l'artiste. Le projet de convention type que vous avez reçu vise à sécuriser le partenariat entre la municipalité et l'artiste d'un point de vue juridique et organisationnel. Nature des œuvres, date et lieu d'exposition, conditions d'assurance, etc. Une convention individuelle et personnalisée sera signée entre la ville et l'artiste pour chaque période d'exposition. Il nous appartient de valider les modalités de cette convention type et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions qui se présenteront au fil de l'eau. Les élus sont invités à délibérer. Merci Madame Eftekari. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 13, Monsieur Morera, sur les travaux d'enfouissement de réseau et les conventions avec Orange, anciennement France Télécom. Lorsque la ville souhaite enfouir des réseaux aériens de télécommunications, il est nécessaire de construire un nouveau génie civil souterrain. Ce dernier, appelé aussi infrastructure souterraine, est constitué de chambres et de fourreaux permettant aux opérateurs téléphoniques de passer les câbles pour desservir leurs abonnés. Les nouvelles infrastructures construites peuvent appartenir soit à la ville, soit à Orange. 12 options sont proposées aux collectivités sur le choix de la propriété des ouvrages de génie civil. Vous avez pu prendre connaissance des modalités propres à chaque convention dans le tableau figurant à l'exposé. Ces 2 conventions cadres doivent être validées pour être applicables sur l'ensemble de la ville. Par la suite, en cas de travaux impliquant une modification ou une création de génie civil, télécom, à réaliser sur le territoire communal, une 3e convention dite convention particulière viendra en complément des conventions cadres présentées ci-dessus. Elle précisera qui sera propriétaire de la nouvelle infrastructure et appliquera par conséquent les dispositions de l'option A ou de l'option B. Aussi, il est demandé au Conseil d'approuver les termes des conventions cadres option A, option B et de la convention particulière venant en complément des dites conventions cadres, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à les signer. Merci Monsieur Morera. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, Monsieur Oliveira. Oui. Alors, il est écrit que Orange payera un loyer à la ville, donc selon l'option A, et que la formule est inscrite sur l'annexe 3, sauf que moi, je n'ai pas trouvé l'annexe 3. Donc, c'est difficile de faire le calcul.
Je regarde les documents qui ont été transmis. Les documents sont bien annexés. Il y a des annexes, monsieur Oliveira. C'est pas sur le document ? Qui est détaillé, ouais. Alors, l'annexe 3 n'est pas... Ouais. Non. Donc on peut vous envoyer ce que disait Madame Courtois, parce que les personnes à distance ne vous ont pas entendu. Je répète, donc l'annexe ne peut pas être transmise visiblement pour des raisons de confidentialité telle quelle. Par contre, on peut vous transmettre les éléments qui permettront d'apprécier la chose. Dans les documents transmis, il y a le résultat de la formule de calcul qui vous permet d'apprécier si les éléments sont convenables ou pas. Voilà, donc après, si vous voulez plus de détails, Madame Courtois, ce sera un plaisir de vous donner des éléments. Pour voter, c'est important de faire le calcul. Non, mais vous avez le résultat du calcul. Donc après, si vous voulez refaire le calcul, ça c'est une chose. Il est où le résultat du calcul? C'est dans les éléments qui ont été envoyés. Alors je ne sais pas, je n'ai pas la page. C'est sur l'annexe 1, le résultat de ce que vous avez, Monsieur Oliveira. Vous n'avez pas l'annexe 1 ? Voilà, là c'est bon. Donc sur l'annexe, on ne vous l'a pas transmise parce qu'elle contient les formules de calcul de la société, donc c'est confidentiel. Mais si vous voulez, pour l'opération qui est visée à l'exposé là sur la convention particulière, ça fait un total de 2129 €. Donc vous avez le montant de la redevance. Et donc pour le détail, bon, ça on ne peut pas visiblement le transmettre. Oui, Monsieur Sarto. Oui, j'avais aussi deuxième remarque. Dans l'article 2 de la Convention, il est spécifié que l'opérateur Orange souhaite avoir une certaine lisibilité sur les engagements futurs. Pouvez-vous nous donner des précisions sur le programme d'aménagement, les secteurs concernés et sur les prévisions budgétaires des dépenses pour les 2 années à venir, comme il est demandé par l'opérateur ? Alors, ce sont des éléments qui sont discutés avec l'opérateur. Donc, en réalité, même s'il y a une visibilité qui est demandée, ce qui est naturel de la part de l'opérateur, ce sont des éléments qui sont affinés en cours de route. Donc, il faut simplement, dans le cadre de cette convention, donner des éléments, en gros, engager des discussions avec le partenaire de manière à ce qu'il y ait une certaine lisibilité. Là, pour arriver à cette formule de calcul et ce résultat-là, il y a déjà des éléments qui ont été donnés de manière à ce que ça soit fait. Mais si votre question, c'est globalement quelles sont les opérations sur la ville, voilà, est-ce que vous pourriez préciser ? C'est ça, c'est sur les investissements futurs. C'est-à-dire que là, on a une première opération, mais quelles sont les autres ? C'est ça qui est la question. Alors ça a été précisé dans le cadre des débats d'orientation budgétaire et dans le budget. Donc nous avons précisé les différentes opérations qui sont envisagées, notamment toutes les rues du plateau du côté du pont des 3 communes. Il y a d'autres... le détail de tout le programme de voirie a été détaillé dans le cadre du budget. Donc on ne va peut-être pas les prendre rue par rue. Il y a différentes choses dans le cadre des rénovations triennales. Donc il y a dans le cadre des conventions triennales, il y a des opérations qui sont vues. Monsieur Moreira, si vous voulez les préciser. Mais dans le cadre du budget, nous avions déjà listé l'ensemble des opérations. Et notamment les principales qui coûtent quand même quasiment 2 millions d'euros, ce sont celles qui sont du côté des rues du plateau, Chemin des Princes et autres. Et il y a d'autres aménagements qui seront faits, mais si vous voulez qu'on vous donne la liste des rues, ça peut être fait, mais par contre vous avez l'application en ligne sur le site de la ville, et j'en profite pour faire un peu de publicité pour cet outil qui est très peu utilisé, mais qui est absolument formidable, parce que ça vous permet de voir en ligne l'ensemble des opérations qui sont en cours.
avec les interdictions, avec les obligations qui en découlent. Mais sur la voirie, de manière générale, donc on s'écarte vraiment du sujet enfouissement des réseaux. Mais il y a énormément d'informations qui sont déjà disponibles sur les rues. Et chaque habitant peut regarder si dans sa rue, il y a quelque chose qui est prévu là tout de suite, dans les prochains mois. Et il y a d'autres éléments d'aménagement qui sont vus aussi dans le cadre des conseils de quartier, pour lesquels je fais aussi un peu de pub, qui seront installés à compter de septembre prochain. Voilà. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à l'adoption de cette convention? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lepont, le point numéro 14, les marchés publics et donc le protocole d'accord transactionnel. La Société Saunoise de Mobilier est titulaire du lot numéro 1 mobilier scolaire dans le cadre du marché de fourniture de mobilier. Par un courrier du 27 mai 2021, SDM a alerté la municipalité de l'impact de la crise sanitaire sur le rallongement des délais d'approvisionnement, mais également sur l'augmentation du prix des matières premières propres à l'activité de l'entreprise. Ces hausses ont eu une répercussion sur le prix des produits de la société, calculé à 9%. Soucieuse de permettre la bonne exécution du marché et de la bonne foi de la demande de modification tarifaire, les parties se sont rapprochées conformément à l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières. Un protocole d'accord a donc été rédigé afin de régler de manière irrévocable et définitive le différend entre les parties concernant les modifications tarifaires exceptionnelles. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer ce protocole transactionnaire. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci, monsieur Lepont. Y a-t-il des observations ou des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 15, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires de la police municipale, monsieur Cressan. Oui, bonsoir mesdames, messieurs. Afin de garantir la sécurité lors des manifestations municipales organisées sur les périodes estivales, donc de juin à septembre, et la période de fin d'année, novembre à janvier, il est nécessaire de faire appel au service des policiers municipaux. Ce qui implique la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des seuils statutaires qu'il convient de rémunérer. Par conséquent, il est proposé d'appliquer les dispositions réglementaires qui prévoient que dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l'autorité territoriale après une information des membres du comité technique. Il nous appartient donc de délibérer pour permettre aux agents de la police municipale de réaliser des heures supplémentaires au-delà des 25 heures réglementaires dans les circonstances détaillées ci-avant. Il est demandé aux élus d'en délibérer. Merci, monsieur Cressan. Y a-t-il des observations ou des questions? Oui, monsieur Ben Saïd. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous avons deux questions. Tout d'abord, nous voulons connaître l'ordre de grandeur de ces dépassements, ainsi que les motifs qui vous amènent à présenter cette délibération. J'enchaîne sur l'autre ou j'attends? Par ailleurs, dans un souci d'équité et de transparence, nous souhaitons que cette dérogation soit élargie aussi bien aux ASVP ainsi qu'à tous les services de la municipalité qui se trouveraient dans ce type de situation. Si ce principe d'équité et de transparence est validé, alors nous voterons pour cette délibération. Si ce n'est pas le cas, nous nous abstiendrons. Merci. C'est noté le volume, monsieur Ben Saïd. Nous ne pouvons pas connaître par avance le volume d'heures supplémentaires qui est généré par des manifestations qui sont exceptionnelles. Ce qui est simplement indiqué, c'est que nécessairement, et ça on l'a indiqué en comité technique avec Madame Azuko qui était présente, que nous veillons évidemment à la santé des agents, à tous les agents, et de manière à ce que les dépassements ne soient pas immodérés et
en gardant en tête le principe du respect de ce cadre légal. Quant aux autres services, nous en avons également parlé en comité technique et nous en avons échangé avec les partenaires sociaux et nous avons effectivement indiqué que le principe, c'est évidemment de ne pas les dépasser, mais que s'il y avait des situations exceptionnelles qui se présentaient et qui nécessitaient un tel dépassement, ce serait cadré et donc ce serait d'abord présenté en comité technique, il y aurait un échange dessus et qu'on le présenterait si nécessaire en conseil municipal. Voilà pour les éléments. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Dans une des questions, il était demandé si, dans des situations comparables en termes de nécessité de service, le même principe serait appliqué à d'autres services. J'y ai répondu, M. Trigans, j'ai répondu que le principe, c'est d'éviter d'y arriver. Par contre, si on est contraint d'y arriver, le système serait évidemment appliqué. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'éviter d'y arriver. Et dans la... Et après, évidemment, passage en comité technique, qui est le préalable indispensable à ce genre d'éléments. Ça va sans dire. Sur justement la nécessité pour la police municipale d'effectuer des heures supplémentaires, est-ce que dans ce volume supplémentaire, il n'y a pas la possibilité, pour un certain nombre de missions bien évidemment, parce que ce ne sont pas les mêmes, mais si je puis dire, d'en faire bénéficier aussi au groupe des ASVP, puisqu'il y a un certain nombre de missions, pas toutes bien évidemment, mais il peut y avoir en certaines circonstances des missions communes, et donc pour éviter peut-être ce que vous indiquez, c'est-à-dire d'aller trop loin dans des volumes d'heures supplémentaires pour tel ou tel service, de les répartir. Je précise encore une fois que l'objectif, c'est évidemment de les éviter, ces dépassements. Maintenant, s'il y a des circonstances qui nécessitent un tel dépassement, ce sera cadré, ce sera prévu et ce sera appliqué. Les missions des agents de surveillance de la voie publique sont différentes des missions des policiers municipaux. C'est très important de le rappeler parce qu'évidemment, parfois, il y a des amalgames qui sont faits. Donc il faut vraiment veiller à éviter ce genre de choses, mais on en a parlé en comité technique et d'ailleurs il y avait différentes personnes qui pouvaient également connaître parfaitement ce sujet, étant d'autre part impliquées sur le service. Voilà. Donc nous la voterons. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 16 que je présente, le personnel communal, un protocole transactionnel. Suite à un désaccord avec un agent, les différentes parties, donc la ville et l'agent, ont souhaité le résoudre à l'amiable. Après une période de négociation, elles ont décidé d'opter pour la signature d'un protocole transactionnel confidentiel fixant les concessions réciproques dans le respect des intérêts des deux parties. Les éléments que je peux vous exposer sont les suivants. Les parties par l'accord, le protocole considère que le contenu de l'accord est équilibré, met définitivement fin aux différends qui les opposent et confère à l'accord l'autorité de la chose jugée. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser moi-même ou mon représentant à signer ce protocole d'accord transactionnel. Il appartient aux élus donc d'en délibérer. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, monsieur Oliveira. Oui, voilà, c'est un protocole qui est confidentiel, mais je suppose qu'il a un coût. Et donc, le coût, je pense qu'il concerne le budget, je veux dire, les Nocéens. Le protocole est transactionnel dans toutes ses parties, donc je ne peux malheureusement pas vous en dire plus sur les éléments qui le concernent. On n'a donc pas le montant, puisque la délibération propose aux élus de voter donc un montant, une somme. Donc, non, il n'y a pas d'indemnité, dessus. Non. Ah d'accord, il n'y a pas dans le protocole. Il n'y a pas de versement d'une indemnité. Enfin, Madame Courtois, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de versement d'indemnité. Il n'y a pas de versement. Non. D'accord. C'est une modalité d'organisation. Ok. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 17, le personnel communal, donc la possibilité de pourvoir à un poste par voie contractuelle.
Comme vous le savez, par dérogation aux règles statutaires, il est possible de passer par voie contractuelle et non pas par voie statutaire, enfin pour recrutement statutaire, et dans certaines conditions, et notamment lorsqu'il y a une vraie nécessité, lorsqu'il y a une rareté des compétences. Et donc il est proposé aujourd'hui de procéder au recrutement d'un chargé de mission urbanisme réglementaire qui renforcera l'équipe actuelle, poste qui est ô combien compliqué et pour lequel nous avons besoin de renforts compte tenu de l'ensemble des opérations qui sont en cours sur la commune et que nous devons rediriger, et notamment tout ce qui concerne le PLU, le plan local d'urbanisme, le PLUI, les permis de construire, l'instruction et la délivrance des demandes d'autorisation d'urbanisme, les instructions, la gestion et la délivrance des dossiers d'enseigne sur lesquels nous travaillons ardemment, la participation à la mise en œuvre et au suivi des outils de planification urbaine et des procédures réglementaires, ou encore la gestion du précontentieux pour l'ensemble des dossiers ADS, donc avec les plaintes et les suivis des infractions. Voilà pour les éléments que je souhaitais partager avec vous et qui figurent en détail dans la note qui vous a été présentée. Y a-t-il des observations ou des questions? Oui, madame, bienvenue. Bonsoir à tous. Donc en fait, nous avons une petite remarque. Notre groupe renouvelle ses interrogations et son étonnement sur les difficultés à recruter des titulaires, tout simplement. Merci. Merci pour ce partage. Si vous avez des personnes qui sont dans les RH, dans la fonction publique, vous pourriez les interroger sur les difficultés à recruter les chargés de mission urbanisme réglementaire. Il suffit simplement de regarder sur la rubrique emploi des communes avoisinantes pour constater à quel point ce poste et pendant combien de temps ce type de poste reste vacant, car il est très difficile de recruter sur ces postes. Alors si vous voulez vous interroger, vous le pouvez, mais je vous réponds que la pratique RH montre qu'il est très difficile de pourvoir à certains postes dont la rareté est évidente et parfois les règles statutaires ne sont pas assez compétitives, malheureusement, et je le déplore évidemment. Y a-t-il des voix contraires? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et le point numéro 18 sur le personnel communal, donc les modifications du tableau des effectifs. Vous avez les différents mouvements. Alors, il s'agit principalement des modalités d'organisation, donc qui concernent notamment la navette municipale, qui concerne la nouvelle direction vie citoyenne et sportive, et les différents éléments qui concernent l'événementiel, les dynamiques locales, la police municipale, avec des créations, suppressions qui vont de pair, et le conservatoire de musique, donc avec les adaptations de la répartition, notamment des heures en fonction de la spécialité pour la nouvelle saison, la rentrée 2021-2022, que je souhaite belle et heureuse et durable à l'ensemble des personnes qui participent à la vie et à la culture dans notre ville. Y a-t-il des observations ou des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et le point 19, il s'agit du rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions? Des observations? Non. Donc il est proposé simplement de prendre acte de ce rapport. Et il est 21h52, il n'y a pas de questions diverses indiquées à l'ordre du jour. Il me reste à vous remercier pour votre attention et à vous remercier à vous souhaiter à toutes et tous un très bel été que j'espère heureux, et soyez prudents parce que les annonces qui sont faites sont assez préoccupantes. Donc soyez prudents, soyez heureux et à la rentrée.